Habituellement, on pense qu'on fait toujours ça avec du concentré du vin à la maison parce que sinon, ça tournerait, ce serait impossible à faire. Avec les mous naturels, maintenant qui sont disponibles sur le marché, on peut se faire du vin à la maison. Un mou, c'est du jus. C'est du jus de raisin, tout simplement. Du raisin qui a été foulé et pressé, et on a enlevé la rafle, tout simplement. En même temps, le réfrigérer pour empêcher le début de la fermentation. Alors, vous achetez le cépage du vin que vous aimez. D'ailleurs, Merci Mondial garantit le produit authentique. C'est-à-dire que c'est vraiment, si on vous dit que c'est du Cabernet Sauvignon qu'il y a dedans, c'est vraiment du Cabernet Sauvignon. Du Merlot, c'est du Merlot. Mais alors là, expliquez-nous donc ce qu'on fait une fois qu'on arrive à la maison avec cette chaudière donc de mou. Bon, ce qui est très important, c'est d'abord la propreté. Et la propreté, ça veut dire stériliser tout ce qui va toucher au vin. Alors, ce qui est important, c'est de sulfiter tout ce qui va toucher au vin, les instruments, les touris, les outils qui vont être en contact avec le vin. Sulfiter, ça veut dire que vous prenez un produit qui s'appelle du quoi? Du bisulfite? Du métabisulfite de potassium, c'est en cristaux. C'est une poudre que vous achetez où? C'est une poudre qu'on achète chez le même vendeur qui va vous vendre les mous naturels. Ajoutez 2 cuillères à soupe de métabisulfite pour chaque ballon d'eau que vous utilisez. On va s'assurer du potentiel d'alcool qu'on aura dans le vin une fois que c'est terminé. Alors avec le densimètre, on prend une quantité du vin, du mou, c'est-à-dire on le met dans le contenant et on mesure à ce moment-là. C'est important de le savoir parce que c'est au moment où le titre sera 11 %, vous saurez que si vous avez acheté du raisin 11 % qu'il est terminé. Exactement. Vous transvidez dans votre contenant de verre. Évitez les chaudières de plastique parce que le plastique respire. Alors, ça allait perdre les arômes, les parfums de votre vin. Et vous n'emplissez pas au complet parce que lorsque la fermentation tumultueuse va se faire, ça va déborder. Alors, vous laissez un espace, peut-être de 3-4 pouces. La fermentation tumultueuse va se faire les premières journées, en gardant la guenille dessus, là, pour permettre au gaz carbonique de s'échapper. Mais après 3 ou 4 jours, là, on peut mettre la soupape hydraulique avec de l'eau sulfitée dans la soupape. Ceci va permettre au gaz carbonique de continuer à s'échapper à travers l'eau, mais ça va empêcher l'oxygène de rejoindre le mou en fermentation. On va permettre au mou de se développer et de faire un beau vin. Combien de temps? Ça peut varier selon la température de votre logement ou l'endroit où vous faites votre mou, votre vin. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, au moment où l'hydromètre va vous dire c'est le temps de décuver pour enlever la lie. Alors, il faut mesurer avant, s'assurer qu'on n'ira pas chercher cette matière qui est déposée au fond. Et on transvide par un siphon dans un autre contenant qui, lui, a été stérilisé d'abord, lui-ci. Ça, c'est la première fois. Est-ce qu'on fait ça souvent? Dans un cas comme celui-ci, oui, on appelle ça des soutirages. Après ça, environ tous les 6 semaines. Ce qui est important, c'est de le faire lorsque la pression atmosphérique est très forte, à la hausse. Parce que si on le fait avec une pression atmosphérique basse, tout le lit va se promener dans le vin, et finalement, vous allez soutirer pour rien, parce que le soutirage a pour fonction d'éliminer ce dépôt. Après ça, on emplit la cruche, là, jusqu'au bout. Là, encore une fois, pour empêcher l'oxygène, on remet de nouveau la soupape. Cette soupape-là va accompagner le vin, là, jusqu'au moment de l'embouteillage, 8-9 mois, 1 an après, 2 ans même après. C'est important ça, que l'eau soit changée régulièrement pour avoir de l'eau fraîche avec du sulfite dedans. On soutire régulièrement et là arrivera à ce moment-là le collage 1 mois avant l'embouteillage. On prend un blanc d'œuf et puis on ajoute la même quantité d'eau. De l'eau distillée, non pas de l'eau du robinet, et on ajoute une pincée de sel. Vous le mêlez bien comme il faut, sans le monter en blanc d'œuf, c'est pas une meringue que l'on fait, là. Et après ça, on ajoute une quantité de vin qu'on aurait pu au préalable dans le contenant de vin, pour le mêler comme il faut, et on le met dans la tourie. Mêlant la préparation, mais en l'agitant beaucoup, même s'il y a des impuretés dans le fond, c'est bon, c'est encore mieux. Ça va permettre à tout ça de coller. Et ça se dépose au fond. Ça va se déposer au fond. Et 30 jours après, on peut soutirer. Et puis un autre 30 jours après, là, on peut embouteiller. Au plaisir. 5 ans d'attente. 5 ans d'attente. Mais ça vaut la peine, c'est le résultat final de votre travail, vous allez retrouver en bouteille et le plaisir de partager. Santé. Merci. Combien de bouteilles vous avez bu?
J'en suis resté bouche bée tellement il était bon. C'est pour ça qu'on ne m'entend pas exploser de joie et de ravissement. C'est un vin extraordinaire. Ce qu'il faut avoir, évidemment, c'est le talent d'y goûter, d'en avoir bu, de reconnaître les choses, et une patience infinie, non pas parce que ce soit très difficile à faire, mais parce que vous devez attendre, comme il disait, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. À la fin, il nous a fait déguster, ça se peut pas. Mais votre monsieur Chrétien, là, cet éleveur et qui fait aussi son vin, il fait ça à temps plein? Ça demande beaucoup de son temps? Ça demande beaucoup de soins. C'est comme, j'allais faire une blague, c'est un peu comme avoir un chien. Vous devez sortir le chien 3 fois par jour ou à peu près pour lui faire prendre sa petite marche. Dans le cas du vin, vous devez, au début, vous en occuper à tous les matins. C'est une question au jour le jour, d'être fidèle, de regarder ce qui se passe, de calculer, par exemple, comme il le disait, la pression barométrique pour voir si oui ou non vous filtrez. Mais ça a l'air compliqué parce qu'on vous assène comme ça en 4-5 minutes, beaucoup d'informations. Mais c'est finalement relativement simple. Ce qui est important, je pense, de savoir, c'est que, évidemment, on commence avec des choses relativement simples. Ça ne coûte pas très cher, soit dit en passant. On a besoin d'une cave? Pas nécessairement. Vous pouvez faire ça sur votre comptoir de cuisine pourvu que la température soit assez fixe et vous protégez ça de la lumière, évidemment. Vous pouvez faire ça dans un appartement. Et croyez-le ou non, ça marche. Alors donc, ce qu'il vous faut au départ, un starter kit, comme on dit en anglais, là, ça vous coûtera à peu près 100 $. Donc, disons 50 $ d'équipement, de choses que vous trouveriez chez le maire. Monsieur Chrétien nous recommande Mosti Mondiale, qui est un importateur ici à Montréal, à Ville-Saint-Laurent, qui vous fournirait donc et le vin et le jus de raisin, pardon, qui peut aller, soit dit en passant, de 60 $ ou à peu près à 40 pour 20 litres. Alors, la bouteille vous revient en fin de parcours à 2 $ ou à peu près pour un vin. Absolument. C'est, va sans dire, parfaitement légal de faire ce genre de choses. Donc, c'est pour le plaisir, mais c'est en même temps pour l'économie. J'ai l'impression que c'est un peu, que c'est une manie et que ceux qui commencent à le faire, c'est fini. Vous allez en faire tout, parce que chaque année, ce sera meilleur que l'année précédente. Ça devient une passion. Mais c'est un passe-temps extraordinaire. J'ai été piqué. La réalisatrice aussi, d'ailleurs, nous nous sommes dit que nous en ferions nous-mêmes, et peut-être à l'automne avec des raisins frais, ou sinon tout de suite, parce qu'on peut commencer n'importe quel temps de l'année, avec donc du mou frais. Soit dit en passant, il y a une exposition qui s'appelle le Salon international des vins et spiritueux. C'est du 20 au 23 mars à la place Bonaventure, et vous aurez là une quarantaine ou même plus d'exposants, dont, entre autres, Mosti Mondiale, qui importe ces choses-là. Pour savoir comment le faire, ben, il y a des livres, évidemment. Il y a aussi des pamphlets qu'on pourra vous remettre à cette exposition. Alors, si vous commencez dès maintenant à faire vous-même votre vin, vous nous invitez quand pour le déguster? Ah, le mien sera d'une telle qualité que je le garderai pour votre enfant. Ah bon? À l'âge de sa majorité. Oh là là, il va mûrir longtemps, ce vin. Ben justement, pour reconnaître un bon vin, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas, Daniel, pour reconnaître la vraie saveur d'un bon vin. Dans la série L'éveil des sens, Stéphane Pilon, cette semaine, nous parle justement de ces cours qui existent pour faire apprécier... Vous avez dit l'éveil des sens. Oui, l'éveil des... La semaine dernière, on était avec José, avec la méthode Puiset. Alors, on déguste les vins avec vous, C'est ça, et je vais vous parler de cours qui s'adressent particulièrement à tous ceux qui sont un peu médusés. Lorsqu'on leur dit, par exemple, qu'un vin est long en bouche, mais un peu nerveux, avec des effluves de pierre à fusil et une belle robe œil de perdrix pour compléter le portrait. Alors, et que dire de la cuisse de nymphe? Je l'oubliais. C'est très poétique, mais un peu difficile à interpréter, donc pour déchiffrer cette prose, mais surtout pour avoir plus de repères lorsque vient le temps tout simplement d'acheter un vin à la régie. Il y a plusieurs organismes qui donnent des cours de connaissance du vin dans plusieurs villes de la province, et parmi ces organismes, il y a notamment notre chère Société des alcools du Québec. Alors même si on critique souvent la SAQ pour le monopole qu'elle exerce dans le secteur des boissons alcooliques, cette semaine, on a quand même voulu savoir ce que la Société d'État nous offrait comme cours d'initiation au monde du vin pour faire de nous des consommateurs un peu plus éclairés. Et sans plus tarder, je vous invite tous à prendre la route des vins avec nous. Quand ils rentrent ici, ils aimeraient bien savoir quel vin qu'on va prendre avec le menu que j'ai dans ma soirée, par exemple. Alors, on me demande, j'ai une dinde farcie, quel vin va accompagner ce mets-là, ou encore un rôti de bœuf au jus. C'est un vin léger, c'est un vin rouge, est-ce qu'il sera corsé, léger? Ça, c'est le genre de questions qu'on se fait poser souvent. Qu'est-ce qu'on peut bien boire avec un filet d'orignal au coulis de bleuet? J'aurais jamais dû accepter cette invitation-là. On vous disait tantôt que d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un cépage à l'autre, il y avait des caractères différents. Bien, déjà, sur nos étiquettes, on va pouvoir identifier la région. À la Société des alcools, ce qu'on a comme idée quand on donne le cours, c'est vraiment que les gens apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Alors qu'on leur donne
le plus d'outils possible pour qu'ils puissent entrer dans une succursale et déterminer eux-mêmes leur propre choix. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai toujours aimé prendre un vin, boire le vin. Alors, je trouvais que là, c'était une belle opportunité d'en connaître davantage, puis de savoir pourquoi j'apprécie un vin plutôt qu'un autre. Pourquoi c'est important, la fermentation? Est-ce que quelqu'un qui peut me donner une réponse là-dessus? Pour alcooliser. Oui, bien sûr. C'est là qu'on va chercher l'alcool. On débute avec la formation du raisin. Comment est-ce qu'on aboutit à avoir un bon raisin mature? Ensuite, on a une partie de dégustation, la technique, tout ça, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte. Ensuite, on évolue vers comment est-ce qu'on fabrique le vin. Ensuite, on fait un tour rapide des régions viticoles françaises, italiennes, allemandes et espagnoles. On parle un peu également des spiritueux. Et également, on essaie de voir ensemble les accords des vins et des mets, la température, une cave à vin. Alors ça, c'est important, donc. Ceux qui sont à boire jeunes et ceux qui doivent vieillir. Quand j'ai appris que 80% des vins devaient être consommés immédiatement ou à peu près, ne pouvaient pas se conserver, et que seulement 20% des vins pouvaient être conservés, c'est des choses comme celle-là qu'on apprend, puis qui nous montrent vraiment à peut-être mieux apprécier et avoir une plus juste perspective. À chacune des rencontres, il y a le moment béni où l'on goûte les vins. Décrivez-moi les différentes phases de la dégustation et ce qu'on cherche à y percevoir. Bien sûr, la première étape, c'est l'œil. Alors, par les yeux, on essaiera de déterminer la couleur du vin. Est-ce qu'on y voit du dépôt? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce que la couleur est intense ou faible? Et déjà, on a une foule de renseignements qui vont se greffer à ça. Quand on regarde à travers la masse du vin, on a une impression de brillant extrême. Et je vous rappelle que la brillance, ça a une référence avec l'acidité. Donc, on devrait avoir un vin avec une bonne acidité. Ensuite, il y a la période de nez. Alors, il y a un premier nez, on va humer le vin au repos. Ça, c'est extrêmement important parce que ce sont les arômes légers qui se dégagent. Le premier nez est quand même intéressant parce qu'il donne déjà beaucoup d'informations. Ça vaut la peine de voir au deuxième nez ce qu'il va nous donner. Fait que si on l'agite un petit peu... Pour le commun des mortels, est-ce qu'il est difficile d'apprivoiser le vocabulaire assez spécial qui est employé par les grands dégustateurs de vin? Non, c'est juste une question d'habitude, et puis c'est juste une question de se faire confiance à soi. Hein? C'est comme certains thèmes qu'on peut penser. Alors, je pense à du bois, je pense à des fruits. Alors, c'est nous qui devons figurer dans notre esprit. C'est quel fruit? À quel fruit ça me fait penser? C'est sûr, quand on parle de banane dans un vin, c'est pas parce qu'on a trempé des bananes dans le vin, loin de là, mais c'est des arômes qui me font penser à une banane. Mais tout le monde est capable de découvrir ça. On parlait l'autre fois d'huile à chauffage. Est-ce que vous le sentez? Oui. Huile à chauffage. Mais pensez aussi aux agrumes. Pensez aux oranges, aux pamplemousses, aux citrons. C'est pamplemousse, puis je serais tenté de parler d'ananas aussi. Vous sentez? Oui. Ça permet d'être plus à l'attention de tous nos sens, parce qu'il faut vraiment tous les utiliser pour pouvoir juger d'un vin, autant de sa couleur, sa texture, et les arômes, et puis le parfum et tout ça. Et ensuite, bien sûr, c'est qu'on va goûter au vin. Et de là, on va essayer de s'humecter la bouche en entier pour avoir le plus d'informations possible. Et là, c'est le plaisir d'en parler ensuite. Est-ce qu'on... Mais l'effet des tanins, vous l'avez encore en bouche après, là. Hein, laissez-vous aller, puis regardez ce que votre bouche vous donne. Oui. Vous remarquez, la deuxième gorgée est moins choquante. Meilleur. Ça demeure astringent, il y a un dessèchement un peu. Oui. Et puis, il y a une amertume dans ce vin-là aussi, là. À vous trouver? Il y a une amertume, il y aurait une amertume chocolat ou café, là. Elle est difficile à définir. Ouais, je pense que ce petit vin-là serait pas pire avec un filet d'orignal ou lit de bleuet. Stéphane, vous êtes sensible aux effets de l'alcool? Ah, le pinard lui fait de l'effet. C'est plus que 0.8. Écoutez, j'avais sans doute une poussière dans l'œil au moment où le reportage s'est terminé parce que, effectivement, dans ces dégustations, il faut le dire, c'est assez difficile de devenir pompette, avis aux intéressés. Oui. Parce que, bon, à chaque dégustation, on nous sert, bon, pour chaque vin, l'équivalent d'un quart de verre, c'est-à-dire 2 onces de vin. Il semble que c'est la quantité qui maximise les arômes du vin lorsqu'on l'agite dans son verre. Et ça permet aussi au dégustateur de garder toutes ses facultés pour analyser les autres vins. Et pour retourner à la maison. Ben, c'est ça, il ne faut pas se retrouver dans un état second trop rapidement. Et donc, à chaque séance, on goûte à 4 vins différents, ce qui
qui fait que, comme vous le dites, à la fin de la soirée, on n'a pas de problème avec l'alcotest. Mais il n'y a pas de crachoir, parce que très souvent, on déguste et on recrache ensuite. C'est-à-dire que dans ces séances-là, comme on goûte à 80, on n'a pas à rejeter le vin comme le font les grands dégustateurs qui peuvent se taper 40 ou 50 vins dans une seule dégustation. Ici, on peut garder en soi le divin nectar. Est-ce que vous apportez votre dictionnaire des synonymes ou des idées suggérées par les mots? Pour assister au cours de vin? Non, pour être capable de le décrire. Cette cuisse, par exemple, de Nève qui est à côté. Mais vous savez qu'il y a des gens que vous retrouvez dans votre verre. C'est qu'il y a des gens qui ont employé des termes un peu plus scabreux. On parlait même que ça sentait l'intimité à certains moments quand on parlait de certains vins. Qu'est-ce qu'il y a de scabreux dans l'intimité? Ça dépend où on la situe, évidemment. Oui. En tout cas, on n'a pas entendu ça dans le reportage. Bon, les courses, ça se passait, comme vous disiez, à la SAQ. Est-ce qu'il y en a ailleurs des cours de ce genre? Oui, alors en plus de la SAQ, dont les cours sont offerts régulièrement à Montréal, Québec et dans tous les principaux centres urbains où un groupe d'au moins 20 personnes va en faire la demande dans une succursale, il y a aussi des clubs privés qui offrent au grand public des cours qui peuvent être donnés par des énologues ou encore par des connaisseurs, des chroniqueurs en vin qui sont connus pour leur travail dans les médias. À Montréal, à titre indicatif, il y a 6 ou 7 de ces clubs. Parmi les plus connus, il y a par exemple les Amitiés Bachiques de Michel Faneuf, l'auteur du populaire Guide du vin. Il y a l'Amicale des sommeliers du Québec qui fête ses 30 ans cette année. Le Centre de dégustation de Montréal, fondé par les 2 journalistes en vin du journal Le Devoir. Il y a même l'Université de Montréal qui offre des cours sur les vins à la Faculté d'éducation permanente. Donc, il y en a vraiment à beaucoup d'endroits. Et quel que soit l'endroit qu'on choisisse, généralement, ces cours-là seront donnés en session de 5 ou 6 séances de 3 heures chacune. Le prix d'une session varie de 126 à 200 $ selon les organismes. Le contenu des cours, il varie un peu d'un endroit à l'autre, mais généralement, il va quand même toujours toucher à des grands thèmes comme la culture de la vigne, les procédés de vinification, les grands pays producteurs et les caractéristiques des différents vins. Et il y a aussi l'accord des mets et des vins. Et chacune des séances est toujours suivie de la fameuse dégustation qui vient évidemment couronner avec plaisir et avec beaucoup de bonheur chacun des cours. Maintenant, il y a José qui connaît bien les vins. Vous me disiez qu'une bonne façon... Bien, c'est un grand mot. Ne soyez pas modeste. Non, mais vraiment, je me suis intéressée. J'avais suivi le cours de Faneuf et puis ensuite, je m'étais dit avec un ami qui avait suivi le cours en même temps que moi, tu sais, ce serait le fun de fonder notre club de vin et de finalement connaître les vins davantage, mais de faire nos propres recherches, d'acheter nos propres bouteilles, bon, de passer à un autre stade. C'était pas nécessairement pédagogique, mais c'était très amusant. On se réunissait donc une bande d'amis une fois par mois. Et les dégustations se font toujours dans des conditions idéales, hein? Oui, bien, il y a une thématique, hein, soit les portos, soit les champagnes, soit les vins du Rhône, soit, bon, on les choisissait... vins de dépanneur. Oui, c'est ça. On n'a pas le droit de fumer, pas le droit de parfum, pas le droit de fumer, il n'y a pas de centre de table, évidemment. Et on a du pain toujours pour neutraliser le palais. Et à la fin de la soirée, avec les bouteilles vides... Et toujours, vous apportez chacun vos 6 verres INAO, parce qu'on avait 6 verres devant nous. Alors, vos 6 verres, ça se vend quoi, une trentaine de $? Pour un ensemble de 6 verres. Oui, moins cher que Renaud Bré. C'est vrai. Ça, c'est vraiment le kit là, du parfait débutant, les 6 verres INAO. Et à la fin de la soirée, avec les bouteilles vides, on joue à la bouteille. Belle façon de finir un party, n'est-ce pas? En terminant, je vous parle de quelques livres qui peuvent aider les consommateurs à choisir des vins qui offrent un bon rapport qualité-prix cette année sur le marché québécois. Donc, il y a l'incontournable ou presque Guide du vin de Michel Faneuf, un classique publié depuis 11 ans annuellement et qui se vend donc 17 $. C'est publié aux éditions de l'Homme. Ensuite, depuis quelques mois, le Guide Faneuf a un petit concurrent québécois, en l'occurrence le Guide express des vins de Noël Massot-Pierre Séguin. On y a sélectionné les 160... Du Devoir? Du Devoir, oui. Et on y a sélectionné donc les 175 vins qui représentent, selon les auteurs, finalement les meilleurs achats cette année dans 3 catégories de prix. Il est facile à consulter, celui-là. Effectivement, il ne cherche pas à être aussi complet que le Faneuf, mais il se consulte très rapidement. Il coûte 18 $, publié aux éditions XYZ. Enfin, lorsqu'on veut un livre de référence vraiment complet sur le monde du vin en général, il y a le nouvel Atlas mondial du vin de Hugh Johnson. C'est publié chez Robert Laffont. À chaque année. À chaque année aussi. Et c'est un livre assez encyclopédique. On y retrouve 175 cartes des différentes régions productrices, des renseignements sur tout ce qui entoure l'univers du vin. Alors, c'est vraiment un livre complet. On le paie cependant un bon 90 $. Donc, un beau gros cadeau pour quelqu'un qui aime bien les vins. En tout cas, une chose est certaine, quand on possède tous ces beaux livres et surtout une cave à vin bien garnie, on tient à éloigner les cambrioleurs du domicile, n'est-ce pas, Stéphane? Oui. Alors, nous retournons à notre maison hantée. Des gardes du corps, ça coûte cher et c'est encombrant. Alors, voici donc un système beaucoup plus économique et discret pour veiller à notre sécurité. La maison que voici est hantée par l'idée de sécurité.
Les occupants ont l'esprit tranquille car les lieux sont protégés en tout temps. Les enfants en bas âge sont curieux, alors les prises de courant sont équipées de couvercles de sécurité pour éliminer les risques d'accident. Lors d'un incendie, des détecteurs de fumée activent une sirène et si vous n'êtes pas là, l'alarme est immédiatement transmise au service d'incendie de la municipalité. Le système de simulation d'activité, lui, tient les cambrioleurs à distance. Enfin, des détecteurs de périmètre et de mouvement sont disposés aux endroits stratégiques de la résidence. En cas d'intrusion, ils déclencheront une alarme assez particulière. Mais qui diable peut bien habiter ici? La location à long terme